On se retrouve, Nicolas Sarkozy, dans votre QG de campagne. La primaire a commencé et par rapport à vos concurrents, vous avez un avantage qui peut être un inconvénient. C'est que vous avez déjà été président de la République. Et donc, dans le fond, il y a des gens qui disent est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut croire qu'il peut faire dans les 5 prochaines années ce qu'il n'a pas réalisé? Et du coup, par exemple, quand on vous dit ça, je pense, quand vous vous promenez dans les campagnes françaises, on vous dit pourquoi vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous n'avez pas arrêté les 35 heures, pourquoi vous nous promettez des choses que vous n'avez pas aujourd'hui, vous nous repromettez de nouvelles choses. Calais, dans le fond, vous avez signé les accords du Touquet et maintenant vous nous dites ça va être fini au milieu de l'été 2017. Est-ce que c'est pas une promesse en l'air encore? Oh. Vous voulez dire par là que j'ai l'expérience? C'est vrai, j'ai de l'expérience. J'ai géré des crises. J'ai géré la fermeture de Sangatte, dont tout le monde me disait que c'était impossible. On l'a fait, personne ne s'en est plaint, à tel point que le maire de Sangatte, qui était socialiste à l'époque, a voulu me faire citoyen d'honneur de la ville de Sangatte. En 5 ans, on assiste au désastre d'une jungle sur le territoire de la République. Premier point. Est-ce que vous croyez qu'avec les difficultés que connaît la France, les défis considérables qu'il y a relevés, ça soit un avantage de ne pas avoir l'expérience des crises? J'ai cette expérience et j'ai la passion de la France. Est-ce que vous regrettez d'avoir signé ces fameux accords du Touquet, par exemple? Parce qu'ils donnent, ils permettent aux Anglais, demain, éventuellement, de fermer leurs frontières, puisqu'ils sont sortis de l'Europe. Madame Broudet-Krief, les accords du Touquet, il fallait les signer. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire de nos 2 pays, la Grande-Bretagne et la France, on a une frontière terrestre. Ça n'existait pas avant. Bien sûr, le tunnel sous la Manche. Bien sûr. La frontière terrestre. Est-ce que vous avez vu un endroit au monde où la frontière terrestre n'est pas gérée par les pays qui sont des 2 côtés? Qu'est-ce que ça veut dire, les accords du Touquet? C'est que les Anglais et nous, on s'additionne pour gérer l'entrée, parce qu'on ne va pas laisser rentrer dans le tunnel les migrants pour qu'ils soient bloqués à la sortie et qu'on nous les renvoie. On doit travailler ensemble. La seule chose que j'ai dite et qui me paraîtrait simple à comprendre, comment on va répartir les 11 000 personnes? Il y a tous ceux qui veulent aller en Angleterre, de ces migrants. Eh bien, c'est aux Anglais, en Angleterre, d'ouvrir ce qu'on appelle un hotspot pour étudier les dossiers et dire voilà ceux qu'on accepte et ceux qu'on refuse. C'est pas aux Français de décider qui rentrent en Angleterre ou pas. Mais Nicolas Sarkozy, vous croyez qu'ils vont accepter? Ils viennent de sortir de l'Europe. Ils vont fermer leurs frontières et ils vont rester à Calais. Mais pas du tout. Pardon, je crois connaître un peu les négociations, puisque les 4000 de Sangatte ont été en Angleterre. Ceux des étrangers qui sont dans la jungle, qui veulent rester en France. Et c'est ma grande différence avec Madame Le Pen, qui dit n'importe quoi sur le sujet. Ceux qui sont de vrais réfugiés politiques, je suis pour le statut de réfugié politique, on les gardera. On examine les dossiers en 1 mois et on les garde. Ceux qui ne sont pas des réfugiés politiques, on les renvoie dans leur pays d'origine. Et ceux qui n'ont pas déposé de demande sont envoyés dans leur pays d'origine. Il y a quand même quelque chose d'extravagant. Les Anglais, les Espagnols, les Italiens renvoient les Soudanais au Soudan, les Érythréens en Érythrée, les Afghans en Afghanistan. Et nous, on ne le fait pas. Il n'y a jamais autant de gens qui ont voulu rentrer en France et le nombre de reconduites dans les pays d'origine s'est effondré. Il y a quand même un petit problème. La République, c'est un état de droit. Justement. Si on est réfugié politique, on est accueilli bien volontiers en France. Si on n'est pas réfugié politique, on ne reste pas dans une jungle. Le terme est déjà en soi hallucinant. Et j'ai même proposé que ce soit le président de la région, Xavier Bertrand, qui conduise pour les pouvoirs publics en 2017 la négociation avec les Anglais. Les Anglais sont des gens pragmatiques et ils comprendront qu'on ne peut pas dire qu'on sort de l'Europe et demander aux Français de faire le travail à leur place. Les accords du Touquet prévoient un préavis de 2 ans. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce sera fait mi-2017. Mais ça sera fait exactement avant la fin de l'été 2017, parce que ce problème n'a que trop duré. Ça fait 5 ans que M. Hollande regarde les bras croisés en évitant d'y aller. Il a fallu que j'y aille cette semaine pour apprendre tout d'un coup, comme par hasard, tant mieux, que le président de la République ira Alain Juppé lundi. Il est allé, lui, à la jungle. Les autres sont allés. Très bien, personne n'est rentré. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous... Alain Juppé, il est allé dans le camp permettez-moi de vous dire que moi, je ne veux pas aller voir des gens qui sont en situation irrégulière. J'ai voulu aller voir qui? Les habitants du Calaisis. C'était d'ailleurs bouleversant. Il y a un couple qui m'a dit « Notre maison valait 400 000 €. Maintenant, elle ne vaut plus rien.
Ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas parti en vacances parce qu'on a peur, Monsieur Sarkozy. J'ai voulu, Madame Rautel-Krief, entendre ce discours-là. Parce que mon rôle de candidat à la présidence de la République, c'est pas parler pour vous, si vous me le permettez, c'est parler pour les Français. Et d'abord les Français qui souffrent. Et les Français du Calaisis, d'ailleurs les Français du Nord-Pas-de-Calais en général, ils sont sceptiques. Ils sont sceptiques sur tous. Malheureusement, ils sont sceptiques sur tous les candidats. Attendez. On fait preuve d'une générosité et d'une ouverture exceptionnelle. Deuxièmement, je comprends qu'ils soient sceptiques sur tous les candidats parce que, après 5 ans de François Hollande, qui a menti, comme jamais personne n'a menti dans la République française, on en a tous pris, si vous me permettez cette expression, un coup en matière de crédibilité, engagé, parce que quand le président de la République ment, tout le monde. Mais permettez-moi de vous dire que je n'ai pas la même analyse que vous. S'il y en a un dont on peut croire la parole, c'est peut-être celui qui a réglé Sangatte. Madame Aubry, maire de Lille, n'y avait jamais mis les pieds. Madame Guigou, qui était au gouvernement à l'époque, n'y avait jamais mis les pieds. J'ai pris le dossier et je l'ai réglé. Eh bien, je ferai pour Calais ce que j'ai fait pour Sangatte. Juste pour clore ce sujet, puisqu'il est assez complexe, c'est vrai qu'il y a ces problèmes de délai, il y a ces problèmes, ces propositions de disperser un certain nombre de réfugiés à travers la France, parce que sinon ils resteront là et les Anglais les refuseront. Donc, parfait. Voilà. On va disperser partout en France. Après, Calais va se remplir à nouveau. Mais les Calaisiens, ils préfèrent ça, bien sûr. Si j'étais à leur place, je dirais la même chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux qu'on rétablisse les contrôles aux frontières. Parce que la bataille pour Calais commence à 20 000. Parce que si on continue à laisser rentrer n'importe qui, n'importe comment, on va donc disséminer partout en France les frontières nationales. Comme il n'y a plus de Schengen, il faut bien qu'on défende nos frontières. On ne peut pas être le seul pays qui n'ait pas le droit de défendre ses frontières. Alors on va donc vider la jungle, la mettre partout, et dans 6 mois, il va de nouveau y avoir 11 000 personnes à Calais, et on fera quoi? C'est irresponsable. Cette politique est une politique de démission. Je ne serai pas le président de l'impuissance. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui vous reste de commun avec Angela Merkel? Merkozy, c'était c'était un surnom qu'on donnait au couple très soudé. Sur les migrants, vous n'avez plus du tout d'accord. Vous dites Schengen, c'est fini. Et par ailleurs, dans vos propositions économiques, on a le sentiment que le déficit public réduit à 3%, que la Banque de France et la Banque Centrale Européenne, dont la Banque de France vient de rappeler l'urgence et la nécessité, dans le fond, c'est peut-être pas une obligation. Est-ce que vous avez encore des points communs avec Angela Merkel? Mais madame, vous ne comprenez pas la dimension historique du rapport franco-allemand. On ne doit pas parler avec les Allemands et s'entendre avec les Allemands parce qu'on est d'accord. On doit s'entendre avec les Allemands et jamais je n'accepterai que l'axe franco-allemand soit brisé parce que depuis Louis XIV, on s'est battu tous les 30 ans. Et qu'au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales terrifiantes de violence et de barbarie. Le devoir des dirigeants français et allemands, c'est de trouver des compromis pour travailler ensemble. Parce que l'histoire, la géographie, nous ont mis côte à côte. Donc, si je suis élu, mon premier déplacement sera pour aller à Berlin et pour dire à Madame Merkel, le couple franco-allemand doit reprendre le leadership en Europe. Nous devons mettre sur la table une initiative franco-allemande autour d'un nouveau traité qui portera... Je l'ai vue, Madame Merkel, je la connais, écoutez, presque aussi bien que vous. Mais je la connais, on en a déjà parlé. Si on était d'accord sur tout, il n'y aurait même pas besoin de se voir. Naturellement qu'il y a des désaccords. Mais la force du couple franco-allemand, c'est de trouver des compromis. Il faut refonder l'Europe. Il faut retrouver un Schengen digne de ce nom. Par exemple, on se mettrait d'accord sur le même montant d'allocations sociales. On ne peut pas continuer, nous les Français, à avoir des allocations sociales pour les étrangers tellement supérieures aux autres que tout un tas de malheureux vient en France, non pas parce qu'ils veulent venir en France, mais parce que nos allocations sont supérieures aux autres. Ça n'a pas de sens. Il faut redistribuer des compétences aux États-nations. La Commission s'occupe de beaucoup trop de choses. Il faut dire aux Européens qu'on a... Alors... Est-ce que vous allez refonder l'Europe et vous allez proposer un traité de refondation de l'Europe, comme vous le dites, je proposerai un traité de refondation. Mais par référendum? Le référendum, nous verrons cette question après. Mais la vous solution, ne l'excluez pas? Je ne l'exclus pas par construction. Mais la solution au problème de l'Europe, c'est pas le référendum. On ne va pas se mettre sur la chaise en criant référendum, référendum, référendum. Quelle est la question? Je veux d'abord convaincre les Allemands qu'il faut une nouvelle initiative, il faut refonder l'Europe. Mais regardez ce qui se passe partout. Il faut avoir
le courage de dire la vérité. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne aurait pu se passer en France. Ça s'est d'ailleurs passé en France, souvenez-vous. Bien sûr. 2005. Vous avez fait le traité de Lisbonne qui, après, a défait, en quelque sorte, les résultats de ce référendum. Absolument pas, madame. Ça n'a absolument rien à voir. Le traité de Lisbonne a permis à la France de retrouver sa place en Europe. J'avais d'ailleurs dit aux Français dans le débat avec madame Ségolène Royal que moi, je ne ferai pas de référendum. Je ne transigerai ni sur l'axe. Là, vous ne l'excluez pas. Oui. Il peut y avoir un référendum sur l'Europe après une élection possible de Nicolas Sarkozy. Je veux d'abord qu'on se mette d'accord sur une initiative franco-allemande. Je veux convaincre les Allemands. Ensuite, je veux une initiative de refondation. Ce n'est plus le moment de refaire simplement, de repeindre les murs. Il faut reconstruire. Pas du tout. Mais jamais je l'accepterai. L'Europe, c'est notre continent. Écoutez, je sais que la démographie, ça vous intéresse pas trop, mais permettez-moi de vous dire, pardon, je retire. Mais je vais vous dire une chose. On prend les Européens, plus les Américains, on est moins de 800 millions. Sur 7 milliards d'habitants, il y en a 4 qui vivent en Asie. Bientôt, 2,5 milliards en Afrique. C'est pas le moment pour nous de faire exploser l'Europe. Il faut refonder l'Europe pour lui redonner une légitimité démocratique, poser les bases d'un traité qui reconstruira les choses de manière essentielle sur les frontières, sur la politique d'immigration, sur les compétences communautaires qui doivent être l'exception par rapport aux compétences des États, sur le FMI qui n'a absolument rien à faire en Europe. Du coup... Et à ce moment-là, on retrouvera une légitimité démocratique. Et ça, du coup, ça vous différencie de Marine Le Pen qui veut, elle, sortir de l'Europe. Parce qu'il y en a qui, sur certains sujets, considèrent que vous êtes assez proche. Mais écoutez, je ne sais pas, il faut en permanence que je me justifie de ne pas être pour M. Trump, de ne pas être pour... Madame Le Pen me tape dessus matin, midi et soir. Elle n'a aucune expérience. Et vous venez de dire que l'un de mes grands handicaps, c'était ma grande expérience. Donc on n'a rien à voir. Madame Le Pen veut le SMIC à 1 500 €, elle veut la retraite à 60 ans, elle veut sortir de l'euro. J'ai toujours été un Européen convaincu et un des moments les plus passionnants de ma vie, c'est lorsque j'ai présidé l'Europe. Quel est mon rapport avec elle? Aucun. J'ai toujours fait en sorte qu'on n'ait pas d'accord politique et on a gagné les régionales. Mais bien sûr, il fallait voir tout le milieu politique et médiatique dire qu'ils allaient gagner 10 départements départementaux. Ils n'en ont gagné aucun. Qu'ils allaient gagner le Nord et le Sud. Grâce à Estrosi, qui a fait une remarquable campagne, et à Xavier Bertrand, ça n'a pas été le cas. Et au soutien des socialistes. Ben oui, mais le soutien des socialistes, pardon, ils ont fait un score, si misérable, qu'ils n'ont pas pu maintenir au deuxième tour. Et pardon de vous le dire, Philippe Richert, sur le grand texte, a gagné tout seul, avec une liste socialiste. Laurent Wauquiez a fait un parcours remarquable. Et que dire de Valérie Pécresse en Ile-de-France? On s'est débrouillé sans eux. Nicolas Sarkozy, là, à l'instant, on apprend que la Grande-Bretagne va activer l'article 50 sur le Brexit début janvier 2017. Comment réagirez-vous? Alors pour moi, c'est assez simple. Si on arrive à poser les bases d'un nouveau traité, j'irai en Angleterre pour leur expliquer qu'ils ont l'occasion de faire un nouveau référendum pour voir s'ils veulent raccrocher le wagon de la Grande-Bretagne à l'Europe, parce que pour moi, c'est une perte pour l'Europe d'avoir la deuxième économie qui s'en va. C'est assez invraisemblable. C'est une discussion ridicule pour faire rentrer la Turquie en Europe au même moment où la Grande-Bretagne s'en va. Et s'ils confirment qu'ils s'en vont, il faut que les choses soient claires. Ils seront dehors ou dedans. S'ils choisissent d'être dehors, ça ne sera pas avec les avantages du dedans. Hier, vous avez dit que vous vouliez être le candidat de la France des travailleurs, le candidat des ouvriers, des employés, des classes moyennes. Et moi, je me demande, sincèrement, comment un petit artisan, un commerçant, qui s'y néglige une norme, une réglementation, peut se retrouver en faillite, ne pas pouvoir recommencer. Je me demande, quand il voit un ancien président se présenter, se représenter, alors que ses comptes de campagne ont été invalidés par le Conseil constitutionnel et qu'il a été mis en examen pour financement illégal de sa campagne, est-ce qu'il ne se dit pas, les politiques, ils s'en tirent toujours? Alors là, je me demandais où vous vouliez aller, mais alors franchement, on voit que ça ne vous intéresse pas les commerçants, les artisans. Ce qui vous intéresse, donc je vais répondre à tout, si vous me permettez là. Ouais. Bon, parce que c'est trop facile. Vous renversez la tasse de café sur la table, puis après vous dites « Oh mon Dieu, il y a une tâche, qu'est-ce que vous avez fait, M. Sarkozy ?» Donc reprenons. Je vais être le candidat des ouvriers, contrairement à ce que vous croyez, peut-être je les vois plus que vous, les heures supplémentaires défiscalisées, les ont pas oubliées. Et dès que je vais dans une usine, on me dit « Est-ce que vous les rétablirez ?» Je leur dis « Oui ». Je vais être le candidat des classes moyennes, oui.
parce qu'elles ont été matraquées fiscalement. Je baisserai l'impôt sur le revenu de 10% pour tout le monde. Et par ailleurs, je supprimerai toutes les charges sur les emplois familiaux. Je veux être le candidat, oui, les commerçants, les artisans, qui sont au RSI, avec le déplafonnement scandaleux des cotisations qui a été fait par M. Hollande. Vous avez aujourd'hui des commerçants écrasés de taxes. Je reviendrai sur ce déplafonnement. Alors après, dites vos dépenses de campagne. J'ai pas été mis en examen pour financement illégal, c'est faux. C'est factuellement faux. J'ai été mis en examen. Non, c'est le communiqué du 16 février du procureur. Puis-je vous répondre? Je sais que vous avez déjà répondu là-dessus. Non, madame, vous dites une chose. Bien sûr, c'est normal. C'est écrit bien d'examen renvoyé pour financement illégal de campagne pour avoir déplacé le plafond légal des dépenses et fait état dans le compte d'éléments comptables sciemment minorés. Ce n'est pas vrai, c'est faux. J'ai été mise en examen pour dépassement du plafond légal de campagne dans un article qui traite en 6 alinéas du financement. Quand on veut être précis, on l'est jusqu'au bout. Vous ne l'êtes pas, vous vous êtes trompé. J'ajoute, permettez-moi de vous le dire, que je me suis longuement expliqué sur tout cela. Non, c'est trop facile. Je me suis longuement expliqué là-dessus. Et enfin, il y a une campagne. C'est pas vous qui choisirez le candidat, ce sont les Français. Justement, c'est de ça que je parlais. Et alors c'est curieux, parce qu'il se trouve que cette campagne, la dynamique, vous dites tous il y a une dynamique, il y a du monde dans ces meetings, son livre est acheté par tout le monde. Laissez les Français choisir. Et je suis sûr qu'ils feront le bon choix. Qu'est-ce qui se passe? Ce sera ma dernière question sur ce sujet. Si les juges vous renvoient en correctionnel à la fin du mois là-dessus. Non mais qu'est-ce que vous décidez? Comment vous réagirez? C'est une information. Madame, il se trouve que mes comptes de campagne ont été annulés par le Conseil constitutionnel. Et vous avez remboursé? Pardon. Que j'étais pour la première fois dans l'histoire de la République, je suis un candidat qui n'a rien compté aux contribuables. Voilà ce qui se dit, le commerçant. Sarkozy, c'est le seul candidat qui n'a pas eu le remboursement. Je n'ai rien coûté. Et l'amende de 343 000 €, c'est moi qui l'ai payé. Donc attendez tranquillement la suite. Vous auriez pu également, aujourd'hui, vous qui êtes attaché à la précision, dire félicitations, M. Sarkozy. Encore un non-lieu hier. Oui. Je vous l'ai pas entendu dire. Parfait. Absolument. Non, c'était pas du tout sur la cocaïne, excusez-moi. C'était sur les accusations qu'avait prononcées contre moi Madame Taubira d'abus de biens social. Un non-lieu, un de plus. Je vais devenir le champion du monde des non-lieux. Mais si vous me dites que vous le serez aussi là-dessus et que vous pensez que vous ne serez pas renvoyé en correctionnel, il n'y a aucun problème. C'est normal. Je suis factuel. Non. Vous aimez parler de l'état de droit et du respect des personnes en théorie. Et quand il y a un cas pratique, eh bien ce cas pratique, vous ne le respectez pas. Je vous le dis avec le sourire. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre les points sur les i. Y compris à Routel-Krief. Il n'y a aucun problème. Et c'est normal que cette question se pose parce que je pense que les Français peuvent se la poser aussi et vous y avez répondu. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait une mise en examen? Non, c'est parce qu'il y a des candidats, il y a des candidats qui disent Madame, vous venez je de ne me dire, représenterai pas. Madame, vous venez de dire que c'était votre dernière question. Alors tenez votre promesse, sinon le téléspectateur de BFM va se dire cette Routel-Krief, elle ne tient pas ses engagements. Le terrorisme. C'est très important. On sait très bien que... Ça me paraît plus important que ce que nous venions par évoquer. C'est l'exemplarité et la crédibilité, c'est fondamental. Excusez-moi, l'exemplarité, depuis le discours dans le débat de M. Hollande, nous savons, et les Français savent parfaitement quoi penser de ces gens qui se présentent en paragon de vertu, en exemplarité totale, et vous voyez ce qui leur arrive. La crédibilité, c'est aussi sur les grands sujets. La lutte contre le terrorisme, vous étiez aux Invalides, c'était un moment très bouleversant. Vous proposez un parquet national antiterroriste. Beaucoup de magistrats sont très intéressés parce qu'ils ont besoin de cette capacité à être plus spécialisés et à mieux connaître les sujets. En combien de temps cela se ferait? Quels résultats escomptez-vous d'un tel parquet qui serait spécialisé, j'insiste, et pas qui ne serait pas hors de l'état de droit, comme certains pourraient le penser, au contraire. Est-ce que ça prendrait pas trop de temps? Est-ce que ce serait vraiment efficace? Non, écoutez, je me suis inspiré en cela de ce qu'a fait le général de Gaulle en 1963, lorsqu'il était confronté au terrorisme, à la suite de l'indépendance de l'Algérie. Il a créé une cour de sûreté de l'État. Et j'ai été très marqué par l'assassinat épouvantable de ce prêtre de 84 ans. L'individu barbare qu'il a égorgé était passé dans les mains d'un juge. Je n'en fais pas le reproche.
Mais ce juge n'avait pas l'expérience du terrorisme. Justement, votre parquet national, comment ça se passe? Donc a traité cet individu comme un délinquant ordinaire, alors qu'il aurait dû considérer, s'il avait été spécialiste, qu'à 19 ans, faire 2 tentatives de djihad, c'est un homme très dangereux. Alors, comment ça se passe? Concrètement, il nous reste 2 minutes. Donc on fait une cour d'assises spécialisée dans les affaires de terrorisme, un parquet spécialisé dans les affaires de terrorisme. On a fait un parquet spécialisé dans les affaires financières. Bien sûr. Peut-être qu'on peut faire un parquet spécialisé dans les affaires de quelle façon terrorisme. ce sera plus efficace? Et on rattache à ce parquet des juges de la liberté, des juges d'instruction, pour que les Français soient assurés que la question du terrorisme, on aura fait tout ce qu'il fallait. Je vous le dis, en pesant mes mots, avec l'expérience qui est la mienne, tout n'a pas été fait pour lutter contre le terrorisme. On peut faire beaucoup mieux. Un dernier exemple. Les fichiers S, on nous explique que l'état de droit nous empêche d'en faire quoi que ce soit. Mais alors pourquoi on les fiche si on peut rien en faire? Pour que les maires connaissent les fichiers S de leur mairie? Je suis absolument pour que les maires aient accès à des informations qui concernent la sécurité dans leur ville. Et je suis pour que les quelques centaines d'individus fichés S les plus dangereux puissent être examinés par les services spécialisés, soient mis en rétention administrative, parce que ma conviction, c'est que pour préserver notre liberté au Hôtel Krief, on doit limiter la leur. J'ai un mot pour finir, évidemment, à propos de Jacques Chirac et Bernadette Chirac, qui sont hospitalisés tous les deux, vous les connaissez bien. Vous avez des nouvelles personnelles, vous êtes proche des deux, vous les connaissez très bien. Vous savez, Jacques Chirac, c'est une partie de ma vie. On a eu des désaccords, mais c'est une partie de ma vie. Et j'ai été très choqué de ce qui s'est passé hier. On ne peut pas les laisser tranquilles. Oui, j'ai des nouvelles. Oui, j'ai des contacts avec eux. Mais il fallait voir l'agitation indigne de ce petit milieu. Jacques Chirac, Bernadette Chirac comptent beaucoup dans le cœur des Français. Ils traversent une épreuve. Il faut les respecter. Et respecter leur famille. Et moi, je n'ai pas à faire état de conversations personnelles. Cette agitation est nauséabonde. Juste un petit mot pour le débat quand il va se passer, c'est-à-dire que le premier sera le 13 octobre, le deuxième le 3 novembre. Comment vous le voyez Comment vous voyez, il y aura d'anciens ministres à vous, un ancien Premier ministre Ce sera compliqué ou pas? Bon, d'abord, un débat, c'est toujours compliqué. Il faut y aller toujours avec le sentiment que tout ce qu'on sait, au fond, ça sert à rien. C'est une nouvelle histoire. Mais moi, j'y vais pour me retrouver face à des concurrents, pas des adversaires. Parce que je sais trop que le 29 novembre, il faudra qu'on se rassemble tous. Donc que chacun développe ses idées, son talent, arrête de critiquer les autres, parce que ça ne sert à rien et c'est ridicule. Mais non, on disait déjà ça quand j'étais candidat à la présidence de l'UMP. Ça m'a pas si mal réussi, puisque je sais pas s'ils étaient tous contre moi, mais j'ai été élu au premier tour avec 65%. J'en imagine pas tant pour la primaire. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis dans votre quartier général. Eh bien, c'est le 20h 2017 d'Alain Marchal tout de suite.